Et bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo des armées du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la National Volksarmee, qui est l'ancienne armée de l'Allemagne de l'Est, qui peut se traduire par Armée nationale populaire, qui fut de 1956 à 1990 l'armée de la République démocratique allemande. La fondation de l'NVA a lieu le 18 janvier 1956, après celle de la Bundeswehr, l'armée de la RFA, qui fut le point d'orgue du développement commencé en 1952 avec la proclamation des forces armées nationales et au cours duquel la construction de la police populaire en casernée et des structures fondamentales d'une organisation militaire furent développées. Cette construction s'accomplit dans le cadre du pacte de Varsovie signé en 1955 et sous l'influence de l'Union soviétique. Jusqu'à 1962, la NVA était une armée de volontaires. Après l'instauration du service militaire obligatoire, l'effectif de la NVA s'éleva à environ 170 000 soldats. Le SED, qui est le Sozialistische Einheitspartei in Deutschland, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, s'était aménagé au moyen de l'administration politique supérieure et de la structure spécialisée des organisations du parti, un rôle politique majeur dans l'armée. Les officiers et aspirants étaient, sauf rares exceptions, membres du parti et on visait à avoir un pourcentage élevé de membres au parti parmi les sous-officiers. Et le parti contrôlait aussi les forces paramilitaires qui sont appelées les Kampfgruppen der Arbeiterklasse, les groupes de combat de la classe ouvrière. Selon le parti, la NVA était en RDA l'instrument de pouvoir de la classe des travailleurs pour la protection et la sécurisation des conquêtes socialistes devant les attaques de l'extérieur. L'armée populaire servait à la défense de l'RDA et des autres pays socialistes liés à elle dans le cadre du pacte de Varsovie contre les éventuelles agressions venant de l'Ouest. Beaucoup de membres de l'armée étaient honnêtement persuadés de servir leur pays par leur service et de contribuer par là à la paix mondiale. La NVA n'a participé à aucune guerre. Détachement de la NVA était prévu en 1968 au vu de l'écrasement du printemps de Prague, mais la NVA n'a pas été immédiatement préparée à une invasion et la Tchécoslovaquie a eu de la Tchécoslovaquie, pardon. Il y a eu des plans de faire entrer la 7e division de la 7e Panzerdivision der NVA et la 11e division d'infanterie motorisée en Tchécoslovaquie en raison des effets ravageurs que l'on aurait pu atteindre sur le plan diplomatique d'une telle mesure au sein et hors du pacte de Varsovie. Ces divisions ne furent pas engagées normalement, elles fournirent une aide logistique pour l'invasion et restèrent tout près de la frontière, prêtes à intervenir au cas où une révolte populaire échapperait au contrôle soviétique. Divers officiers de Légion, soldats de transmission de la NVA et autres officiers du ministère de la Sécurité d'État, la Stasi, j'en ferai une vidéo, étaient sur place en Tchécoslovaquie sous couverture ou pour assurer les liaisons. À l'automne 81, la NVA a pris position à la frontière polonaise afin de pouvoir éventuellement mater un mouvement syndical, mais l'ordre d'invasion ne fut finalement pas donné. À plusieurs occasions, la NVA se trouvait en état d'alerte renforcé pour une période assez longue, comme en 61 pendant la construction du mur de Berlin, en 62 pendant la crise de Cuba, en 68 pendant l'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie et pour la dernière fois à l'automne 89. En 90, l'NVA furent dissoutes et ses bases, installations et armements dévolus à la Bundeswehr. La plupart des bases furent fermées, les armements partis vendus à d'autres États, par exemple des blindés à la Turquie ou des unités de la marine à l'Indonésie. Une grande partie des sous-officiers et presque tous les officiers furent mis à la retraite, et en plus de ceux qui furent pris dans la Bundeswehr, leur firent en règle générale au grade d'adjudant-chef, ce qui représentait pour les officiers une rétrogradation à sous-officiers, et tous ne furent pris que 3200 des 36 000 officiers qui restaient. En général, jusqu'au 1er mars 2005, le temps de service effectué dans l'NVA furent validés en tant que service dans les armées étrangères. À présent, la terminologie et service hors de la Bundeswehr, il est interdit aux anciens membres de l'NVA de se prévaloir dans la Bundeswehr de leur dernier grade avec la mention ER qui est en réserve, pratique considérée par divers groupes comme discriminatoire. Les forces terrestres, l'effectif est de 116 000 hommes, dont 69 000 appelés en 83. Les forces armées en 83 comptent 2 divisions blindées, la 5e Panzerdivision et la 9e Panzerdivision,
des 4 divisions d'infanterie motorisée, 2 brigades de missiles sol-sol équipées de Scud. C'est des missiles d'origine... les Scud, c'est des missiles d'origine soviétique. 2 régiments d'artillerie, 2 régiments d'artillerie anti-aérienne, 2 régiments de défense anti-aérienne équipés de missiles sol-air, 3 régiments de transmission, 3 régiments de génie, 1 régiment de construction de chemin de fer, 2 bataillons anti-chars, 1 régiment aéroporté. Et les blindés qu'ils utilisaient... Non, il n'y a pas que le matériel, utilisé. Les blindés et les transports de troupes, il y avait des T-55, des T-54, des T-72, des BMP-1, BRDM-2, BTR-50, BTR-60 et des BTR-70. L'artillerie, il y a des canons M46, des obusiers ML-20, des mortiers 82 BM37, des canons anti-chars de 100 mm BS3M 1944 et de 107 mm BM11, des canons automoteurs 2 S3 Acacia, des lance-roquettes multiples RM-170, des missiles sol-sol 9K-52 Luna M. Et pour la lutte anti-aérienne, ils ont des ZPU-4, des ZPU-23-4 et des S-200. Les armes individuelles, des pistolets Tokarev TT-33, des fusils SVD Dragunov, des lance-roquettes RPG 5 et encore avant 4 et non 7. Attendez, RPG 7. Oui, RPG 7, 4, 2, enfin voilà. À la fin des années 80, elle perçoit secrètement avec les armées tchécoslovaques et bulgares des missiles balistiques OTR-23 OK, 120 au total pour ces 3 pays. Les forces aériennes d'effectifs 37 000, dont 2 bataillons de parachutistes et 15 000 appelés. 359 avions de combat, type d'appareil, 18 escadrons de chasse dotés de 300 MiG-21F et MiG-23, 4 escadrilles de chasseurs d'attaque au sol dotés de 35 MiG-17 et 12 MiG-23, une escadrille de reconnaissance avec 12 MiG-21, un régiment de transport avec 20 Il-14, 15 Tu-134, des AN-2 et AN-14, des hélicoptères, 6 escadrilles d'hélicoptères dotées de 60 Mi-2 et Mi-4, 45 Mi-8 et 30 Mi-24. Des unités d'entraînement qui sont dotées d'une cinquantaine d'appareils de type Yak-11, L-39, Zlin 206 et MiG-15. Les défenses aériennes, 36 sites de lancement groupant 200 rames de missiles SA-2 Guideline et SA-3 Goa. La réserve est de 30 000 hommes. La marine, effectif 14 000 hommes dont 8 000 appelés. La flotte de combat, 2 frégates à vocation anti-sous-marine de classe Kony, 8 corvettes ASM de classe Parchim, 6 corvettes ASM de classe AI-3, 15 patrouilleurs lance-missiles OSA-1, 49 vedettes lance-torpilles, 46 dragueurs de mines, de flotte anti-amphibie, c'est 12 grands bâtiments de débarquement de chars de combat, l'aéronautique navale, 8 hélicoptères Mi-14 et 21 Mi-8, la réserve est de 25 000 hommes. L'utilisation du matériel de la NVA après 91. En ce qui concerne la formation et l'équipement de la NVA, était considérée comme l'une des plus puissantes du pacte de Varsovie et même d'Europe. Elle disposait d'un grand nombre de systèmes d'armes, la plupart d'origine soviétique. Une petite part d'entre eux furent rendus à l'Union soviétique en 1990, mais il restait des stocks gigantesques en armement et équipement. Il fallut se débarrasser de quantité de pièces détachées, de matériel sanitaire, d'armements NBC, d'appareils d'exercice, de simulateurs, de systèmes de guidage, d'exploration, d'appareils de transmission du génie, d'engins de construction, d'habillement, d'équipements individuels, voilà quoi. Tout. Et après la réunification allemande, il fallut tout d'abord faire exécuter un inventaire précis et entreposer en sûreté les armes et matériels par d'anciens membres de l'NVA. Pour cela, on fonda la Société fédérale
Service des dépôts du matériel, MDSG, pour la surveillance et l'entreposage du matériel. La MDSG occupait 1820 collaborateurs qui furent pour la plupart intégrés à la Bundeswehr en 1994. Ces sociétés furent privatisées dans la mesure où ce matériel ne furent pas livrés à titre gratuit aux autorités des nouveaux États fédéraux et à d'autres autorités, à des musées, à des pays amis ou à titre humanitaire à des pays tiers, ou a vendu à l'administration des domaines où a été détruit. Citons 767 aéronefs, avions et hélicoptères compris, 208 bateaux, 2761 chars de combat, 1133 1 million 33 9 non attendez 133 900 véhicules sur roue, 2199 pièces d'artillerie, 1 376 650 armes à feu individuelles, 3 650 tonnes de munitions environ, 14 000 tonnes de carburant. Voilà. Au début des années 90, la vente de blindés légers armés SPW-60, version locale du BTR-60, à la Turquie, fit les manchettes de la presse, bien qu'accompagnée de la clause que celle-ci ne serait pas utilisée dans des conflits internes, par exemple contre les Kurdes. Mais la traçabilité des matériels de l'ex-NRVA ne fut pas toujours assurée. Une partie des versions est-allemandes des SKS, AKM, AK-74 ou PKM furent offertes aux Croates et firent feu durant les guerres de Yougoslavie. Je continuerai cette série, ça fait un petit moment que je ne l'en ai pas faite. C'est ainsi qu'on vit à la télévision pendant le conflit du Kosovo des combattants de l'UCK habillés d'uniformes de campagne de l'NVA. Le recrutement. La loi générale du service militaire du 24 janvier 62 prévoyait un service militaire de base de 18 mois. Presque tous les hommes de 18 à 26 ans furent conscrits, et les hommes n'ayant pas servi jusqu'à cette date pouvaient être conscrits jusqu'à 36 ans. D'autres possibilités étaient d'accomplir son service dans les troupes gardes-frontières, les... comment on disait déjà ? Les Grenztruppen der DDR, Grenztruppen der DDR, dans les unités encasernées de la police populaire, ou alors dans les régiments de garde du ministère de la Sécurité d'État. Un substitut civil au service militaire n'était ce mandat pas possible, mais principalement sous la pression des églises, ils furent créés en 1964 des unités de construction au sein de la NVA où l'on pouvait effectuer son service comme soldat constructeur non armé. Des carrières plus longues étaient offertes comme sous-officier engagé, durée normale de 3 ans, sous-officier de carrière 10 ans, aspirant 15 ans, officier engagé 3 puis 4 ans et officier de carrière 25 ans. Dans les unités navigantes de la marine, le temps pour les matelots était de 3 ans et pour les officiers mariniers de 4. Pour les unités para, elle était de 3 ans en règle générale. C'étaient des soldats ou sous-officiers engagés. Les femmes volontaires pouvaient avoir des carrières dans la plupart des voies comme sous-officiers engagés ou sous-officiers de carrière, aspirants et même à partir de 84 comme officiers de carrière dans la mesure où c'était compatible avec leur capacité physique. De façon générale, elles étaient plus orientées vers les services de santé ou de l'arrière. Le plus haut grade atteint par une femme fut colonel. La structure. Le ministère de la Défense nationale commandait directement les commandements des forces armées de terre, de l'air et de mer, ainsi que les troupes gardes-frontières. L'ANVR était toujours étroitement engrané avec les troupes du groupe le groupe des troupes soviétiques en Allemagne, nommé en juin 89 groupe ouest des troupes WGT, dans les années 80. Celle-ci comprenait environ 365 000 hommes, 6 000 chars de combat, 9 500 voitures de tir, voitures blindées, 650 avions de combat et 700 hélicoptères de combat. Par ailleurs, les structures, équipements, véhicules et techniques de combat étaient largement d'origine soviétique et l'ANVR travaillait en collaboration étroite avec les états-majors soviétiques pour ce qui concernait la conduite des combats et la mobilisation. La formation maintenant. La formation des officiers se faisait dans les écoles d'officiers des diverses armées. De plus, il y a de nombreuses écoles de sous-officiers où l'on assurait également la formation des aspirants. Les cadres sélectionnés pouvaient à partir
pouvait aussi, à partir du milieu des années 70, être envoyé pour faire directement des études dans les écoles d'officiers soviétiques, et la formation des officiers supérieurs était faite à l'académie militaire de l'NVA à Dresde, y compris chaque année 10 officiers de la police populaire étaient affectés à cette école, et une partie significative des officiers supérieurs de l'NVA suivaient les cours des académies ou des écoles militaires soviétiques. Et maintenant, la politique et la NVA. La NVA ainsi que le ministère de la Défense nationale entretenaient son propre service de renseignement à l'étranger, nommé à la fin domaine du renseignement, qui pratiquait essentiellement l'espionnage militaire en RFA. Et ce service secret de la NVA était formellement indépendant de la Stasi, mais restait sous le contrôle, comme l'ensemble de la NVA, du département de la Ministerium für Stasi-Sicherheit, connu dans l'NVA comme Administration 2000. En 89, 120 000... Quoi? En 89, 120 000 des 2,7 millions de membres ou de candidats au SED servaient dans l'NVA et les troupes gardes-frontières. Parmi les simples soldats et caporaux, la proportion du SED était de 6 à 7%, chez les sous-officiers engagés de 14% et dans l'ensemble des sous-officiers de 35%, tandis qu'il montait à 60% chez les sous-officiers de carrière. Et l'effectif total des officiers aspirait en 89, plus de 40 000 en 90 encore. En 89, plus de 40 000 et en 90, encore 36 000. Les camarades communistes formaient 94%, y compris les officiers engagés qui ne comptaient que 90%. 4 à 5% en plus étaient adhérents de partis associés. Les officiers politiques étaient, eux, membres du SED, tous sans exception. Parmi les officiers de carrière, la part du SED était de 96%, mais à partir du grade de commandant, elle était de 98 à 99%, et à partir de lieutenant-colonel, et de 5%. Jusqu'en 89, tous les ministres de la Défense ont même été membres du Politburo, et à chaque général ayant un commandement était membre, ou au moins candidat, du comité central du SED. Il y a eu aussi des anciens cadres de la Wehrmacht, qui est l'armée du Troisième Reich, dans la NVA. Et la liste suivante comprend les généraux et amiraux de la NVA qui ont reçu la croix allemande dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre. Et il y a eu le général-major Rudolf Bammler, qui a reçu la croix allemande le 12 mars 1942 en tant que colonel, le général-major Bernhard Bechler le 28 janvier 1943 en tant que major. Il y a eu le général-major Otto Korfus, qu'il a eu le 11 janvier 1942 en tant que Haoberst, colonel. Il y a eu le général-major Arno von Lenski, qu'il a eu le 21 janvier 1943 en tant que général-major. Il y a eu le général-lieutenant Vincent Müller, qui l'a eu le 26 janvier 1942 en tant que Haoberst. Et le général-major Hans Wulfs, qui l'a eu le 25 janvier 1943 en tant que général-major. Maintenant, la liste des généraux et amiraux de la NVA qui ont reçu la croix de chevalier de la croix de fer dans la Wehrmacht. Il y a eu le général-major Wilhelm Adam le 17 décembre 1942 en tant que Oberst, le général-major Otto Korfus encore, qui l'a reçu le 22 janvier 1943 en tant que général-major, et le général-lieutenant Vincent Müller, qui l'a eu le 7 avril 1944 en tant que général-lieutenant. Les uniformes maintenant. Avec le transfert de la police populaire en casernet, la KVP, vers la NVA, les uniformes kaki utilisés jusqu'alors pour la KVP restèrent tout d'abord tels quels. Ils ressemblaient fortes par leur coupe et leur couleur à ceux de l'armée soviétique, et à la recherche de traditions militaires allemandes et socialistes, le gouvernement prescrivit bientôt un changement d'apparence. D'abord, les unités nouvellement formées reçurent de nouveaux uniformes de sortie, et bientôt de nouveaux uniformes de service furent distribués. Les vieux uniformes de la KVP, furent portés en service jusqu'à la fin des années 50. Les nouveaux uniformes ressemblaient beaucoup à ceux des armées du Troisième Reich. Ils étaient en drap gris et de coupe similaire. Toutefois, à partir de 74 et 79, on renonçant au col sombre et rehaussé, sauf pour les manteaux. Le casque aplati typique de l'NVA correspondait à un modèle d'essai de l'armée allemande qui avait été mis à l'épreuve à partir de 1943.
bien que ce nouveau modèle montrait une protection de presque 45% meilleure contre les balles et les éclats, et la direction de la Wehrmacht conserva, essentiellement pour les raisons de tradition, le casque modèle 36 avait son aspect voûté caractéristique, qui ne différait pas essentiellement de l'ancien modèle 1915-16, et dans la phase terminale de la guerre, il ne paraît plus possible d'équiper tous les membres de la Wehrmacht avec le nouveau modèle sans mettre en péril l'uniformité de l'équipement. Réessayé et modifié en 56 et 57 par l'ingénieur Eric Knissan, le nouveau modèle put être mis aux troupes, avec la silhouette traditionnelle qui, comme le regrettaient certains critiques, ressemblait encore trop à ceux de la Wehrmacht. Il s'agissait de souligner le caractère allemand de la NVA, et suite aux instructions de Walter Ulbricht, le secrétaire général du SED dans les années 60 et 70, devait dans son apparence se différencier consciemment de l'armée de la RFA, jugée par le SED comme à la solde des États-Unis, dont l'uniforme dans les années 50 reproduisait la silhouette des troupes américaines. Maintenant, les insignes de grade. La réalisation des insignes de grade était aussi traditionnelle, consigne de Walter Ulbricht. Le grade devrait être reconnu exclusivement par les insignes d'épaule, avec cependant quelques modifications. C'est ainsi que les galons en angle sur les bras des caporaux et caporaux-chefs furent remplacés par une ou deux tresses transversales sur les épaules. Les tresses de col et d'épaule des sous-officiers furent reprises, contrairement aux derniers usages de la Wehrmacht, comme les étoiles des adjudants, adjudants-chefs et adjudants-majors. Les épaulettes des officiers représentaient une solution de compromis. La forme de base du galon ou de la tresse, ainsi que la forme des rangs d'étoiles, reprenaient celle de la Reichswehr, l'armée de la République de Weimar, dans les années 30 et dans les années 20 et 30. Cependant, l'arrangement des rangs d'étoiles suivait le modèle de celui-ci des troupes soviétiques, comme celui de toutes les troupes du pacte de Varsovie, avec l'introduction de la structure soviétique des grades pour les officiers. Le grade de sous-lieutenant fut réintroduit. Il avait été abandonné en Allemagne en 1898. À l'opposé, le grade de type de général de type d'armée, général der Infanterie, général der Artillerie, der Panzer, disparurent. Jusqu'alors, il avait figuré au-dessus du grade de général de division. Celui-ci était maintenant immédiatement précédé par le général de corps d'armée. De même, l'introduction de la classe des grades d'aspirant 74, qui suivait le modèle soviétique, a été suivie en 79 par une extension au grade d'aspirant-chef, aspirant-major-chef. Ceci se situait entre les adjudants et les officiers. Leur insigne de grade constituait un galon d'argent sur le tissu de l'épaulette. Pour distinguer entre les divers grades d'aspirants, on mit des étoiles de grade disposées en colonne verticale, tout d'abord argentées, puis à partir de 79 dorées. Les aspirants portaient l'uniforme et l'équipement des officiers, sauf sur l'uniforme de parade et l'écharpe argentée, le poignard, et à partir de 77, la fourragère d'officier. Les insignes d'épaule des lieutenants et capitaines étaient de simples galons d'argent. L'étoile dorée des sous-lieutenants était centrée sur les bords de l'épaulette. Les sous-lieutenants portaient une étoile, le lieutenant 2 en ligne horizontale et le lieutenant-chef 3 en triangle. Le capitaine portait au-dessus de ce triangle une étoile supplémentaire. Les officiers supérieurs portaient des épaulettes tressées argentées avec une étoile pour le commandant, 2 pour le lieutenant-colonel et 3 pour le colonel. Les insignes des généraux étaient 2 franges dorées vers l'extérieur, un galon d'argent sur le dessus et des étoiles dorées alignées verticalement en nombre variable pour les généraux de brigade, division, corps d'armée et d'armée. On n'a jamais oublié le grade de maréchal de l'RDA, bien qu'il n'a jamais été pourvu. Son insigne aurait été une étoile de style médaille à 5 branches. Maintenant, les officiers, nous avons le grade de Soldaten, Gebreiter, Stabgebreiter, Unteroffizier, Unterfeldwebel, Feldwebel, Oberfeldwebel, Stabfeldwebel, Fenreich, Oberfenreich, Stabfenreich et Stabsofenreich, de Unterleutnant, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberstleutnant, Oberst, de Generalmajor, Generalleutnant, Generaloberst, Army Général et Marshal der DDR. Maintenant, les couleurs d'armes, les Waffenfarbe, étaient d'origine également portées sur les revers des cols, mais plus tard presque toutes les unités portèrent
le col blanc des chasseurs motorisés, à l'exception des troupes gardes frontières et des paras, les forces aériennes, défense aérienne qui continuent à porter des passepoils de leurs armes sur les manches et les cols et les coutures de pantalons. Contrairement aux passepoils blancs de toutes les autres unités, les revers de col de toutes les unités portaient 2 tresses étroites pour les petits grades et larges pour les officiers en tissu, puis pour les officiers en métal qui encadraient un fond dans la couleur de l'arme respective. Jusqu'en 1976, les revers de manche portaient également de telles plaques de manche. L'exception était les revers de col de la LSKLV, les forces aériennes, ainsi que pour les parachutistes. Les premiers portaient un L sur fond bleu pour les officiers. Ce fond était entouré de tresses argentées et entouré d'une demi-couronne ou d'une couronne pour les officiers supérieurs et de feuilles de chêne pour les paras. Le fond était rouge et au lieu d'une aile, il y avait un parachute ouvert. Les Waffenfarbe étaient pour les Grenztruppen der DDR vert. Pour la marine, la Volksmarine bleu. Pour la Luftstreife, enfin les forces aériennes bleu ciel. Pour l'artillerie, la DCA et les techniciens missiles d'armes rouge tuile. Pour les paras orange. Pour la musique militaire blanc. Pour le service de l'arrière et la logistique vert foncé. Pour les transmissions jaune. Pour le génie, le train, les unités techniques et les services chimiques noir. Pour les blindés rose. Pour les chasseurs motorisés groupe de reconnaissance blanc. Et pour les officiers généraux rouge. Il y avait aussi des combinaisons plutôt obscures comme celles des uniformes des groupes aériennes et des gardes frontières côtiers. Ceux-ci portaient les uniformes normales de la marine, des revers vert clair et les insignes des forces aériennes. Quoi? Attendez, je n'ai pas compris. Groupe aérienne des gardes frontières côtiers, quoi? Ceux-ci portaient sur l'uniforme normal de la marine, des revers vert clair, avec les insignes des forces aériennes. Ouais. Les employés du ministère de la Sécurité d'État du régiment de la garde Félix Dzerzhinsky portait, bien que ne faisant pas partie de la NVA, les mêmes uniformes que celle-ci. La couleur de la rame était le rouge bordeaux. Les traditions militaires. La NVA avait pour tradition militaire les combats de la guerre des paysans allemands en 1725 et la guerre de la libération anti-napoléonienne en 1813 et la révolution de 1848 et 1918. Et en outre les brigades internationales en 1936 et le sauvetage de la liberté par la NVA le 13 août 61 qui est la construction du mur de Berlin. La tradition prussienne était cultivée sous la forme de la retraite au flambeau et du pas de loi ou pas d'exercice sous le nouveau nom de pas d'exercice, je l'ai dit. Mais pour les forces armées maritimes, plus tard l'arme marine populaire, la Volksmarine, il n'y avait guère que la révolution des marins de Kiel en 1918. Et à part prise par la division de marine populaire à la Révolution de 18 à Berlin, comme seule base de tradition militaire officielle dans l'histoire de la marine. Ceci paraissait cependant insuffisant pour fonder sa dignité et sa fierté. Par ailleurs, les tentatives pour faire prendre en considération d'autres scènes de l'histoire maritime assez pauvres en Allemagne, ou de destins isolés de marins allemands, furent toujours jetées par la direction politique comme politiquement inappropriées. Lors de l'effondrement du régime est-allemand, les Occidentaux découvrirent que dans les années 70, le gouvernement de la RDA avait créé une décoration appelée Maréchal Blöcher, en souvenir du vainqueur de la bataille de Leipzig en 1913. Cette décoration ne pouvait être délivrée qu'à un officier général de l'NVA ayant commandant en chef dans le cas d'une guerre contre l'OTAN. Il y avait aussi un ensemble musical de la National Volksarmee qui s'appelait Erich Weiner Ensemble. Durant toute l'histoire de la NVA, a possédé un ensemble musical se nommant Erich Weiner Ensemble, notamment composé d'un chœur d'hommes afin d'interpréter divers chants militaires lors d'événements culturels importants de la NVA, comme Unser Panzerdivisionen, Arbeiter von Wien, Monika, enfin et tant d'autres. Je vous invite à aller écouter, c'est super bien. Et nous allons continuer où je vais parler plus en détail des troupes gardes-frontières, en allemand Grenztruppen der DDR,
qui était une organisation militaire affectée principalement à la surveillance de la frontière entre la RFA et la RDA. Excepté l'Union soviétique, aucun autre pays du pacte n'entretenait une force de garde-frontière aussi importante. L'équivalent ouest-allemand est le Bundesgrenzschutz, force fédérale de protection de la frontière. Héritier de la Grenzpolizei, la police des frontières allemande, créé en 1946 sous contrôle soviétique, les troupes frontalières ont été officiellement mises en place en 1961, d'abord rattachée à la National Volksarmee. Elle a été détachée en 1973 pour passer sous la tutelle directe du ministère de la Défense. À partir de cette date, à la différence de la NVA, elle n'est plus composée que de volontaires et non d'appelés. En 1989, un an avant leur disparition, les troupes frontières ont compté 47 000 membres et la majorité de ces troupes est affectée à la surveillance de la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest. À titre de comparaison, seuls 600 hommes ont été déployés sur la frontière tchécoslovaque et polonaise. L'équipement de ces troupes est similaire à celui des formations d'infanterie de l'armée régulière, fusils d'assaut AKM, AK-47 et AKM, lance-roquettes RPG-7. Les troupes frontalières employaient en outre des bergers allemands pour la chasse des réfugiés et pour les unités mécanisées des véhicules de reconnaissance PSZH dérivé du Berdem-1 soviétique. Le 30 novembre 1989, à la suite d'une décision du Conseil de la Défense nationale prise en juin de la même année, les effectifs sont réduits de 17% et le nombre du quartier général est diminué, passant de 50 à 24. Les listes des commandants. En 1952, Richard Smolors, de 52 à 55, Hermann Gartmann, de 55 à 57, Heinrich Stock, de 57, Hermann Gartmann, encore une fois, de 57 à 60, Paul Ludwig, de 60 à 79, Erich Peter, de 79 à 90, Klaus Dieter Baumgarten, et en 90, pourquoi ça s'est mis comme ça? Voilà. Et en 90, Dieter Teichmann. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui dure 32 minutes tout de même. Je vous invite à partager, aimer, commenter, à vous abonner à nos deux chaînes. Et je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.